Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle édition d'Espace Autochtone en direct. Merci d'être avec nous encore une fois cette semaine. Cette semaine, nous allons nous intéresser à un ouvrage fondamental. Voilà. Mythes et réalités sur les peuples autochtones. Nous allons en parler avec celui qui a écrit cet ouvrage, Pierre Lepage, qui est en studio aujourd'hui avec nous. Monsieur Lepage, bonjour. Bonjour. Et bien sûr avec Isabelle Picard, que nous retrouvons encore une fois cette semaine. Bonjour Isabelle. Bonjour Anne-Marie. Nous allons également nous rendre du côté de Saguenay, rejoindre Marco Bacon. On va d'ailleurs tout de suite vérifier s'il est avec nous. Monsieur Bacon, vous êtes là aujourd'hui? Oui, je suis là avec vous. Voilà, bienvenue, Kwekwe. Merci d'être là aussi. Vous êtes un consultant en éducation des Premières Nations, entre autres. Et puis, vous êtes... et d'ailleurs, vous avez changé de poste il n'y a pas très longtemps. Vous êtes l'ex-directeur du Centre des Premières Nations Nikanit de... Est-ce que je le prononce bien? Oui, comment vous le dites? Ouais. Qui veut dire quoi? Nikanité, qui veut dire va de l'avant. Va de l'avant, avec l'Université du Québec à Chicoutimi. Mais vous avez quitté ce poste, donc, il n'y a pas très longtemps, pour vous diriger comme consultant. Oui, bien en fait, pour être plus précis, j'ai comme pris ma retraite. Voilà. Officiellement. Donc, aujourd'hui, j'ai à titre de consultant pour le compte, présentement pour le Conseil en éducation des Premières Nations, le CEPN, ainsi que l'Institut Kiona, qui est le seul institut collégial autochtone au Québec. Exactement. Voilà. Alors, l'idée aujourd'hui de cette émission, c'est de parler des mythes autour des Autochtones, des préjugés autour des Autochtones, et on va essayer de faire tomber plusieurs barrières. Mais avant ça, je vous ai envoyé 2 questions auxquelles j'aimerais que vous répondiez tous les 3. Alors, première question, parce qu'évidemment, on va toucher à ce qui se passe en ce moment dans ce conflit qui oppose la nation Wet'suwet'en avec Coastal GasLink, mais aussi les diverses manifestations à travers le pays, les blocages de voies ferrées, etc. Alors, première question, c'était « Que pensez-vous de la couverture médiatique depuis le début de la crise ?» Et là, j'aimerais bien que vous me parliez de la couverture autant à Radio-Canada que dans les autres médias. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Qui a envie de se lancer? Ben, je peux bien Isabelle? le faire, oui, je peux D'accord. bien le faire. Ce que je trouve intéressant cette fois-ci, si on compare à d'autres crises qu'on a eues dans le passé, c'est qu'on entend au moins des voix autochtones. Donc ça, on en entend ici à Radio-Canada, on en entend à TVA, on en entend, à la radio également, on en lit sur papier. Donc ça, je trouve ça intéressant, cette nouvelle voix qui s'élève qu'on n'aurait pas vue il y a quelques années. À l'époque de la crise d'Oka, il n'y a pas grand autochtones qui se sont exprimés? Non. J'étais très jeune, mais quand même, à mon souvenir, évidemment, on interrogeait les gens, Hélène Gabriel, évidemment, mais c'était... on n'avait pas, disons, cette position de recul, de commentateur ou d'objectivité, d'analyste. Oui. Donc, et maintenant, on l'a. Donc, je trouve ça intéressant. Ça permet d'apporter, disons, un ajout, une vision de l'intérieur. Donc, ça, c'est ce que je pourrais dire concernant ce que j'ai vu. Maintenant, on a vu du bon et du moins bon. Ça, c'est évident. On a vu des animateurs, des journalistes qui étaient malheureusement méconnaissants de la situation et que ça teintait un peu les entrevues d'un côté ou de l'autre ou du côté de l'ignorance, finalement. Et malheureusement, ça, je trouve ça dommage. On a encore du chemin à faire. Je pense que les journalistes, les gens des médias ont encore du chemin à faire dans l'apprentissage des réalités et des enjeux autochtones. Monsieur Lepage. Ben, je pense qu'il y a des efforts qui sont faits. Moi, j'ai vécu justement les événements au COP et tout ça. La pauvreté de la couverture médiatique à cette époque-là, c'était absolument incroyable. Serge Bouchard résumait, il disait, on le savait, lorsque Lasagne digérait bien son souper, mais on restait sur notre appétit sur les enjeux du conflit. Alors, ça résume bien un peu la pauvreté mais donc, il y a des efforts qui ont été faits. Même Radio-Canada, je me souviens, après les événements d'Oka, j'ai participé avec l'Assemblée des Premières Nations à une journée de formation. Le CEPN, le Conseil en éducation, était ici également. Oui. Donc, il y a des efforts qui ont été faits au niveau de l'embauche, dans les journaux, dans les quotidiens. On a maintenant des journalistes. Alors ça oui, c'est important. Maintenant, j'aurais préféré qu'il y en ait plus, des points de vue plus différents. Moi, j'ai pas entendu Constant Wachish, par exemple. Il y en a d'autres également du côté de Masteuillache, un peu partout.
Et on n'a pas réentendu Roméo Saganache, par exemple. Bon, il est peut-être difficile à joindre, mais il y a des... donc, ça serait intéressant. Là, mais Mais la voit qu'il y a une couverture volonté. médiatique, elle, qu'est-ce que vous en pensez? Surtout que vous habitez à Lévis. Hein, vous êtes encore ailleurs au Québec. Il y a ce qu'on appelle là-bas des radios poubelles avec des commentaires. Mais je dois vous dire que je les écoute pas beaucoup, en fait. Je suis à la retraite et puis après lorsqu'on a lancé la 3e édition, j'ai annoncé un peu que je prendrais un peu de distance par rapport à ces questions-là. Oui. J'ai accepté de faire une émission au Téléjournal de Radio-Canada pour parler des événements de Restigouche, Oui. pour parler des événements d'Oka, notamment sur l'utilisation des forces policières et les dangers que ça peut comporter. Mais mon propos s'en tenait à ça, donc à mes expériences passées. Et j'essaye de prendre une certaine distance, aussi de ne pas vraiment intervenir là, sur les événements actuels. Oui, d'accord. Oui. Alors, allons maintenant du côté de Saguenay avec M. Bacon. Monsieur Bacon, ce que vous lisez, ce que vous écoutez, ce que vous voyez à la télévision, est-ce que vous êtes satisfait? Parlez-nous de la couverture médiatique. Bien, tout d'abord, je suis tout à fait d'accord avec les propos d'Isabelle et de Pierre. Moi, ce que je trouve déplorable souvent, c'est que les journalistes ils essayent de trouver un moyen de terroriser la population. Où je les sens des fois quand même assez agressifs. Quand que le premier ministre du Québec s'est présenté hier, je pensais que le journaliste, il y a un des journalistes qui était vraiment agressif dans ses questions, dans ses propos. Puis je trouve ça un petit peu déplorable. Puis en quelque sorte, d'essayer d'aller trouver d'autres nouvelles, mettons comme... des fois, on dirait qu'il essaie de provoquer une crise humanitaire par rapport à ce qui se passe. Question de soulever la population contre ce qui se passe. Puis ça fait un petit peu occulter le propos qui est vraiment l'enjeu. Puis je ne sais pas si on se rappelle, il y a 2 semaines, c'est parti du fait qu'il y avait des femmes en Colombie-Britannique qui étaient en train de faire une cérémonie, puis la GRC est rentrée là-dedans. Ça, on ne voit plus ces images-là. Ils sont comme... On les voit plus, mais c'était une des raisons aussi. Puis juste hier aussi, à un moment donné, il faut qu'il y ait un certain respect, parce que les journalistes, ils savent qu'il ne faut pas qu'ils aillent, je veux dire, trop proche des barricades. Parce que, tu sais, ça fait 2 semaines qu'on leur dit « Restez de votre côté ». Il n'y aura pas de problème. Mais, tu sais, hier, il y a un caméraman, je ne sais pas si dans sa formation, il y a un volet kamikaze, là. Mais tu sais, il s'est approché des barricades. Évidemment, il s'est fait rabrouer. Mais ça fait 2 semaines qu'ils savent que, tu sais, il faut se respecter. Eux autres, ils veulent être tranquilles, ils veulent manifester. Tu sais, à un moment donné, il faut être un petit peu logique, tu sais, dans sa manière de faire. Là. Pour la sollicitation des chroniqueurs, des analystes autochtones, est-ce que vous trouvez qu'elle est suffisante? On l'a abordé un petit peu tout à l'heure, mais Isabelle, je sais que là, vous avez été pas mal sollicitée quand même ces derniers jours. Oui, puis j'abonde dans le même sens que M. Lepage. Ça serait bien d'avoir d'autres voix parce que honnêtement, on est sur-sollicité. J'ai dû avoir au minimum une quinzaine de demandes là, dans la première semaine. Cette semaine, j'en ai eu peut-être 5 ou 6 également. Donc, une vingtaine en tout. Puis c'est des grosses émissions. J'ai fait hier soir, Tout le monde en parle. J'ai fait 2 hommes en or aussi. Alors, Tout le monde en parle, qui sera diffusé dimanche. Donc, je le dis tout de suite, vous pourrez voir et entendre Isabelle aussi dimanche. Bien sûr, j'étais là avec Isabelle Haché, donc pour parler du sujet. Oui. Mais, donc, ce matin, on m'a invité encore pour faire l'émission de Patrick Masbourian à la radio. À un moment donné, il faut aussi dormir, manger. Puis et c'est rendu qu'on n'a même plus le temps de suivre le cours des événements tellement on est sollicité. Oui. On est quelques-uns à l'être, mais ça serait bien aussi d'ouvrir. Et c'est ce que je fais. Je réfère de nouvelles personnes. Je pense qu'il y a des gens qui sont là, qui ont tout à fait les capacités pour expliquer les choses. Oui. Ils ont les connaissances. Pierrot Ross-Tremblay, Mélissa Mollin-Dupuis, évidemment. Donc, il y en a d'autres comme ça. Et Éric Cardinal, qui n'est pas autochtone, mais qui est
un allié, qui est quelqu'un qui connaît très, très bien la cause autochtone. On l'a vu également. Mais ça serait intéressant aussi d'entendre de nouvelles voix. En tout cas, faites-moi signe si jamais il y a des Autochtones qui nous écoutent. Je vais qui seraient intéressés, Oui, à vraiment. prendre la parole. On cherche nous-mêmes, des fois, à donner des voix à des gens. Oui, mais vous l'avez dit, c'est vrai que politiquement, on entend très peu les chefs, les grands chefs. On les entend très peu. C'est vrai que la situation est un peu délicate et difficile. Oui. Il n'y a pas nécessairement consensus. Dans la région de Québec, on a entendu Conrad Sioui. La position de M. Sioui semble assez claire. Lui pense que c'est pas le meilleur, c'est pas le bon moyen. Je pense qu'il a eu le courage quand même de dire sa pensée aussi. M. Sioui a fait des commentaires aussi sur toute la question des traditionalistes versus les conseils de bande. Il a expliqué comment les Huron-Wendat avaient comme adopté un peu le régime des conseils de bande élus, historiquement et tout ça. Oui. Alors que c'était une situation qui se présentait pas chez eux. Ce qui peut déranger d'autres Autochtones aussi, parce qu'évidemment, c'est pas noir ou blanc. Là, chacun aussi a des opinions. Et même à l'intérieur de la nation Huron-Wendat, les propos de M. Sioui sont contestés. Oui, donc, absolument. C'est ça. Alors, il y a une diversité d'opinions. On commence à l'entendre et tout ça. Puis, ce qui est bon, à mon avis. Et il y a les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux qui est l'occasion de se défouler pour certains, d'expliquer pour d'autres. Et là, c'est pas évident sur les réseaux sociaux. On entend vraiment de tout. Et c'est pour ça que cet ouvrage devrait se retrouver sur les réseaux sociaux, dans les écoles, entre les mains des journalistes. Parce que c'est un ouvrage qui permet de savoir qui sont les Autochtones historiquement, politiquement, socialement, économiquement. Pierre Lepage, vous en êtes l'auteur, vous l'avez... En fait, la première édition remonte à 2002, donc on était 12 ans après la crise d'Oka. À ce moment-là, comment voyait-on les Autochtones? Moi, ce qui m'a décidé à lancer un programme de rapprochement dans les écoles avec l'Institut Tchèque-Pêche, faire une tournée des écoles, et c'est dans ce cadre-là que j'ai écrit ce livre-là. Oui. C'est un extrait des meilleurs moments des Bleus Poudres à Radio-Canada. Une petite émission qui s'appelait Super Mohawk. C'était le ramassis de tous les préjugés, de tous les clichés qui ont suivi après la crise d'Oka. Ah, d'accord. Et j'ai eu l'occasion de présenter ça à des jeunes secondaires et je leur demandais, ça correspond-tu à ça, ce que vous pensez des Autochtones? Alors, des gens qui détruisent des maisons, qui crachent sur la facture de l'électricité, les chèques de BS leur tombent du ciel, etc. Alors, et effectivement, oui, 99,9% des jeunes étaient convaincus que les gens ne payaient pas leur compte d'électricité, qu'il y avait des maisons gratuites, qu'il y avait plus de droits que les Québécois, qui respectaient les lois quand... Alors, c'est vraiment là que je me suis dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Oui. Et à cette époque-là, j'ai été beaucoup à l'écoute des émissions des lignes ouvertes. On entendait des vertes et des pommures, à peu près les mêmes propos qu'on entend sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas surprendre, là. Alors, moi, je lis exactement la même chose. C'est un défouloir, les réseaux sociaux. Mais quand même, c'est important d'être à l'écoute de ça, voir un peu de quelle façon, comment les gens... Il y a une espèce de discours populaire qui s'est installé. C'est pas des opprimés, c'est des privilégiés du système, des exploiteurs du système qui ne payent ni taxes ni impôts, des gens qui se font vivre par le fédéral. Alors, j'ai écrit ça. J'ai même demandé à des collègues de travail, dites-moi ce que vous entendez, je vais l'écrire. Et là, j'ai mis de l'ordre là-dedans. Parce qu'à cette époque-là, la beauté des cultures autochtones, ça ne passait pas. Alors, après les événements d'Oka, on a passé de crise en crise. L'ordre public n'était pas rétabli à Oka. Alors, on mangeait de l'Indien sur les ondes de la radio. Et donc, il fallait absolument être capable. Et c'est comme ça que j'ai bâti Mythes et Réalités. C'est-à-dire, chacun des chapitres reprend des croyances populaires. Oui. Ils ont été conquis. Ils devraient s'intégrer. Ils étaient des sauvages, on leur a tout apporté. Alors, puis j'en ai ajouté quelques-uns, justement. Bon, ils coûtent cher aux contribuables, oui. La Commission royale a dit que oui, ils coûtent cher, mais pourquoi? Et c'est pas les Autochtones qui coûtent cher. C'est la situation déplorable dans laquelle ils se trouvent qui coûte cher. Oui, Nuance. oui. Alors, c'est un peu comme ça que je l'ai bâti. Et je pense que le succès de la publication est celui-là. Il va rejoindre quand même ce qu'on entend, les préoccupations des gens. Et l'objectif, c'est de donner aux gens des points de repère pour sortir de ce discours-là. Tout le monde n'est pas bien dans le mépris public. Et les gens ne demandaient pas mieux.
que d'en sortir. Et moi, c'est un peu la réaction que j'ai suite lorsque j'ai sorti ça, là, Oui. de la part des gens. Alors 2002, donc ensuite, il y a eu une réédition en 2009, enfin des ajustements, des ajouts. Très peu de changements, oui. Et donc 100 000 copies à ce moment-là qui ont été Absolument. publiées. Vous venez d'en rajouter 15 000 avec une édition révisée, corrigée, améliorée. Révisé, qui a doublé de volume, c'est peut-être un côté négatif, c'est-à-dire qu'il y a un document de vulgarisation là, qui a doublé de volume, qui est un petit peu trop épais. Oui. Mais je pense que quelqu'un me disait que dans les premières éditions, il comprenait pourquoi les Autochtones étaient dans le pétrin. Mais il fallait aller plus loin aussi. Il fallait voir, mais comment on en sort, c'est quoi l'avenir, etc. Et c'est un peu, j'ai fait beaucoup d'entrevues et il y a vraiment un bouillonnement. Je compare d'ailleurs, il y a un chapitre où je parle, qui s'intitule « Un avenir rempli d'espoir », où il y a plein de choses positives. Les Autochtones, à mon avis, vivent une révolution tranquille, un peu comme les Québécois, on l'a vécu. Et j'ai eu l'occasion de donner à Chicoutimi, à l'UQAC, justement, une conférence là-dessus. Est-ce que les Autochtones sont en train de vivre leur propre révolution tranquille? Il y a un bouillonnement, il y a une effervescence, il y a une grande fierté identitaire. On n'avait pas ça il y a 15 ans. Une volonté de reconnaissance au plan national, international. Mouvement des femmes, l'importance du mouvement des femmes, le baby boom, etc. Oui. Et il y a toute une mobilisation des institutions d'enseignement. Il y a des choses très intéressantes qui se développent. Il y a des partenariats. On comprend maintenant qu'il y a des communautés autochtones qui se développent, c'est des communautés blanches qui se développent. Alors tout ça, je pense, c'est important de donner aussi de l'espoir sur l'avenir. Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Alors, avant de savoir comment vous vous en servez, vous, M. Bacon, à Saguenay, vous avez parlé, M. Lepage, de à peu près 99% des enfants qui étaient... À l'époque, oui. À l'époque, c'est ça. Là, on a des nouveaux chiffres, hein, Isabelle. Là, on parle de... C'est pas nécessairement sur les enfants, mais les préjugés par rapport aux Autochtones exactement. sont tombés un peu. Bien, un peu quand même. Il y a quand même en 2016 l'Institut Environix qui avait fait une grande recherche, une grande étude sur, en fait, le taux de préjugés à l'égard des peuples autochtones. Et au Canada, on dit que 65% des Canadiens, quand même, entretiendraient des préjugés négatifs à l'égard des peuples autochtones. 65%, Oui. c'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. Et c'est dans les prairies qu'on trouverait les taux les plus élevés. Possiblement du fait que, notamment en Saskatchewan, les Autochtones représentent 15 de la population. Donc ça, c'est beaucoup plus élevé qu'au Québec, où on est 2 environ. Oui, ou encore au Manitoba, avec Winnipeg, où il y a évidemment une population autochtone Aussi. en milieu urbain très, très importante et des également. enjeux sociaux aussi très importants. Bien sûr, donc il y a des liens à faire. Alors, tout à l'heure, vous avez exposé certains des préjugés. Isabelle, on va y aller un peu plus en profondeur. Vous en avez recueilli 5 qui sont les 5 les plus entendus? Bien, en tout cas, ceux que j'ai plus entendus dans ma vie, j'ai fait un top 5, donc une compilation. Et le premier, donc le numéro 5, ça serait le fameux « On a gagné la guerre ». Donc, dans le sens de « c'est correct qu'on vous ait mis en réserve, puis qu'il y a une loi sur les Indiens, parce qu'on a gagné la guerre ». Quelle guerre? Quelle guerre? Qui a gagné? Quelle guerre? Quelle guerre? C'est là ma réponse. Il faut se rappeler que la colonisation s'est faite dans une doctrine qu'on appelle une doctrine de la découverte. On parle du terra nullius. On en a déjà parlé assez souvent à l'émission, qui fait en sorte que c'est une terre sans maître. Donc, pour les colonisateurs, les Français, les Anglais, c'était une terre qui était sans maître. On considérait que les Autochtones, qui étaient ici quand même par millions, étaient, disons, inférieurs et que donc on avait le pouvoir de prendre possession on les traitait de sauvages, hein, c'est ça. Voilà, ça donne une idée de comment on les... voilà. Donc il y avait un système de supériorité... de caste. Oui, vraiment, de hiérarchie là, dans l'esprit, dans la philosophie des colonisateurs. Le numéro 4, ce serait « Toi, c'est pas pareil, tu t'es adapté ». Donc, c'est toi, là. Oui, c'est vous, les Isabelle. gens me disent tout le temps ça et ils le disent à plusieurs personnes, plusieurs Autochtones. Je suis certaine que M. Bacon a déjà entendu ça. On va lui demander, M. Bacon, vous avez déjà entendu ça? Toi, tu t'es adapté? Ah oui, oui, vraiment. C'est ça. La meilleure que j'ai eue, c'est que quand je parlais avec des collègues ou tout ça, puis il arrivait quelque chose, mettons, dans l'actualité sur les Indiens, puis là, tout le monde était choqué sur ce qui se passait, puis on me disait, mais toi, t'es correct. Toi, t'es pas comme les autres. J'ai dit, ah ouais, j'ai dit, Seigneur, on a du chemin à faire.
Mais est-ce que c'est un commentaire qu'on donnait plus aux gens, aux Autochtones qui ne vivaient pas en réserve, en communauté? Non, pas nécessairement, parce que j'ai vécu en réserve pendant 35 ans de ma vie, puis c'est un commentaire que j'ai entendu tout le temps. Je travaillais, donc on pouvait l'entendre à l'université, des collègues étudiants, dans les milieux de travail. Vous savez, des réalités autochtones, il y en a des dizaines et des dizaines. Souvent, on se dit, on se fait une idée ou un mythe, finalement. On se crée un mythe autochtone que ça doit ressembler à ça. Et ça doit être pauvre, et ça doit en arracher, et ça doit être sous-scolarisé, bon, etc. Il y a plusieurs préjugés, stéréotypes qui entrent à travers tout ça. Et c'est un peu ça qu'on dit, ouais, mais toi, c'est pas pareil, tu sais, tu t'es adapté. Je trouve ça un peu drôle. Adapté à quoi? À mon propre territoire. Donc, la question, elle est là. Numéro 3, c'est, vous l'avez souligné tout à l'heure, vous avez des maisons gratuites et vous ne payez pas d'électricité. Ça, j'ai entendu la première fois, j'avais 12 ans. Ce à quoi j'ai répondu, t'as raison, mais à 21h le soir, ils nous coupent l'électricité. Alors, j'ai tourné ça un peu à la blague parce que j'avais pas le choix. J'étais en secondaire 1, puis là, on sait pas trop quoi dire. Donc, souvent, c'est l'humour aussi qui va nous permettre de nous en sortir. Le numéro 2, c'est vous avez votre chèque, le fameux chèque. Hein? On en entend souvent parler, bien sûr. Alors, de quel chèque on parle? Moi, j'ai jamais vu ça, un chèque. S'il y en a un qui m'attend, je vais être millionnaire aujourd'hui parce que je l'ai jamais collecté. On parle, probablement, j'imagine, d'aide sociale, qu'on parle de ça, mais on a la même... Comme tout le monde les mêmes reçoit taux de financement. D'aide sociale s'il en a besoin. S'il en a besoin. Oui, bien sûr, voilà, c'est la même chose. Sinon, je me suis imaginé qu'on pouvait peut-être parler des fameux chèques liés au traité numéroté. Et là, il faut savoir qu'annuellement, les gens qui sont sous les traités numérotés, c'est pas au Québec, il n'y en a pas. Dans l'ouest du pays, oui, beaucoup, en partir de l'Ontario. Donc, ils vont recevoir un chèque annuel qui entre 3 et 15 Vraiment. Par année. Alors, on va repasser pour le chèque. Et le numéro 1, là, je suis certaine que tout le monde le sait, c'est vous ne payez pas de taxes et d'impôts. Ça, on l'entend tout le temps. Et je le vois tellement sur les réseaux sociaux ces temps-ci. Ça fait partie de ce qu'on lit. Les gens disent, vous aurez quelque chose à dire quand vous paierez vos taxes et vos impôts comme tout le monde. Oui. Alors que ce n'est pas vrai, évidemment. Il faut faire quand même la distinction. Je vais la faire une fois de plus. Les Indiens, donc les Premières Nations, ne payent pas d'impôts quand ils travaillent à l'extérieur de la communauté. Mais dès qu'ils travaillent à l'extérieur d'une communauté, ils vont payer des impôts. Pour ce qui est des taxes, s'ils achètent un bien à l'intérieur de la communauté ou qu'ils font livrer un bien à l'intérieur de la communauté, là, ils ne paieront pas de taxes. Mais honnêtement, des entreprises dans les communautés, il n'y en a pas beaucoup, à part peut-être à Wendake. Il n'y en a pas beaucoup. Oui. Donc, l'entrepreneuriat est difficile c'est en communauté. Difficile, exactement. Oui. Puis on pourrait continuer. Là. Il y a des choses qui viennent justifier ça, mais bon, pour l'instant, Et j'aimerais que vous précisiez pour les maisons, parce qu'on dit, ah oui, vos maisons sont gratuites. Ouais. Les maisons, en fait, c'est que il faut savoir qu'on nous a quand même délogés de grands territoires. Pourquoi? Pour faire des parcs provinciaux, des parcs phoniques notamment, pour les barrages hydroélectriques, pour l'exploitation du territoire, etc. Et quand on nous déplaçait, le ministère des Affaires indiennes bâtissait des petites maisons pour les Autochtones, mais pour les gens qui se sont déplacés dans ces réserves-là, notamment dans le nord, dans les régions plus éloignées, les maisons de réserve, là, c'est pas le Pérou, là, c'est le cas de le dire. C'est la base. C'est la base, c'est tout petit. Puis souvent, c'est surpeuplé parce qu'il n'y en a pas beaucoup de ces maisons-là. Donc, on peut se retrouver à 9, 10 dans une maison où il y a 2 chambres. Des fois, c'est mal isolé. Donc, il y a tout ça aussi. Et de toute façon... moi, j'ai jamais eu de maison gratuite. Dans une communauté, dans une réserve, on ne peut pas être propriétaire. Qu'on le veuille ou non, on ne peut pas. Maintenant, ça commence à changer aujourd'hui. On peut commencer, mais qui va faire du crédit? L'exemple de la communauté de Picogan, jusqu'à récemment, tout le monde était locataire. Donc, tout le monde paye un loyer, ça veut dire, en fonction de ton revenu. Mais actuellement, ils sont en train, je sais que des gens ont travaillé pour ça, je ne sais pas où ça en est rendu exactement. C'est différent dans d'autres communautés aussi, où on a essayé. Mais il reste que tu t'établis pas où tu veux, tu ne peux pas la vendre à qui tu veux, donc la libre disposition de ses biens. Et j'ai une petite image, une annonce Remax, Royal Lepage. On n'a pas ça dans une communauté autochtone. Non. Et évidemment, les maisons n'ont pas de valeur marchande aussi. Alors moi, je donne souvent l'exemple de moi. On a, excusez-moi. Vous avez perdu votre oreillette, oui. Mon oreillette. On a
déménagé justement de Longueuil à Lévis. On a vendu notre maison. Alors, moi et ma conjointe, on avait un titre de propriété, non seulement sur la maison, sur le terrain. Je peux le vendre à qui je veux, un Égyptien, Oui. etc. Ce qui n'est pas le Et cas. la maison de valeur marchande, quand j'ai acheté dans les années 80, ça valait... j'ai acheté à 50 000 $. Maintenant, il n'y a pas de maison à Longueuil en bas de 250 000. Je vous dis pas combien on l'a vendu, là. Alors, et les gens n'ont pas ça dans les communautés autochtones. Pour moi, c'est un patrimoine pour ma famille, mes enfants Oui. et tout ça. Alors, il n'y a pas ça dans les communautés autochtones. Maintenant, il y a quand même de l'aide à l'accès à la propriété maintenant. Et souvent, cette aide-là est conditionnelle au fait que les gens n'aient pas d'arréage avec le conseil de bande, par exemple, qui aient payé leur loyer. Alors, c'est pas vrai que les gens ne payent pas. Si les gens ne payaient pas, les autres, les Inuits de la communauté s'en plaindraient. Pourquoi moi je paierais si les autres ne payent pas? bien Alors, sûr, c'est totalement faux, cette histoire. Oui. Vous, M. Bacon, à quels préjugés avez-vous eu à faire face, outre les 5 grands préjugés que vient de sortir Isabelle, quels autres vous entendez vous-même dans votre région? Ben, je vous dirais qu'on en entend plusieurs, mais pour venir un petit peu à ce que Pierre mentionnait tantôt, je pense que j'aimerais ça aussi amener cette information-là. C'est que, souvent, nos étudiants, du temps que j'étais à l'université, ben, même au niveau des collèges, c'est les étudiants qui viennent étudier ici. Puis déjà, des fois, ils ont beaucoup de difficultés à se trouver un loyer. Ça se passe ici, ça se passe à Joliette, ça se passe partout au Québec. Oui. Parce qu'ils ont des enfants. Et ce que je veux amener comme information, c'est que souvent le monde ne le savent pas, c'est que quand les étudiants ou étudiantes viennent étudier ici, c'est pour améliorer leur sort, puis éventuellement retourner à la communauté. Donc, ils vendent pas leur maison pour venir étudier. Il faut qu'ils conservent leur maison, donc ils payent un loyer, ils viennent étudier ici, ils repayent un autre loyer ici. Ça fait qu'à un moment donné, il y a comme cette sensibilité-là aussi qu'il faut comprendre que c'est pas du luxe pour les Autochtones de venir étudier en milieu urbain. Là. Oui. Ça, c'est un élément, puis il y en a plein d'autres aussi, là, des difficultés rencontrées, les garderies, les places dans les garderies. Donc, des préjugés. Les étudiants en vivent beaucoup, puis ça se ressent aussi dans leur cheminement scolaire. C'est pour ça, d'autant plus, puis là, on parle de mythe et réalité, parce que mythe et réalité, pour nous, ça faisait partie de notre quotidien, d'essayer de sensibiliser et la communauté universitaire dans un premier temps. On en a distribué des mythes et réalités. Je pense que ça a été aux étudiants, aux profs, à la communauté. On faisait venir souvent Pierre aussi pour venir offrir des conférences. Mais au-delà de la communauté universitaire, il y a aussi la communauté, je veux dire la ville de Saguenay, les autres citoyens. Donc, il faut aussi là-dessus travailler encore plus fort pour essayer encore plus d'aller sensibiliser. Parce que les étudiants qui viennent étudier, même s'ils ont une sécurisation culturelle à l'université, ça ne veut pas dire qu'ils l'ont. Tu sais, quand ils marchent dans la rue, quand ils vont au centre d'achat, puis c'est là qu'ils sont plus, en train de vivre des situations désagréables, déplorables, de jugement de toutes les sortes. Je ne vais pas tout énumérer, les préjugés, mais je sais qu'ils en vivent beaucoup. Mais cet ouvrage-là, en fait, à la base, Monsieur Lepage, vous l'aviez écrit plus pour des étudiants du niveau secondaire. D'abord, je dirais pour les enseignants du secondaire, pour qu'ils puissent répondre aux questions des élèves. Parce qu'on allait dans les écoles, on avait conclu une entente avec la nation Innu. Oui. Et on a une équipe d'une dizaine de personnes qui prenaient la route chaque mois pour venir dans une école secondaire. Moi, j'ai visité 85 écoles secondaires à travers tout le Québec. Et j'offrais aux enseignants du secondaire un atelier préparatoire, mythes et réalités sur les peuples autochtones. Je leur demandais 2 heures dans le cadre d'une journée pédagogique
pédagogique, parce que ce que nos animateurs et nous faisaient avec les élèves, on montait un chapiteau dans la cour de l'école, ça sentait le sapin frais, on avait des jeux, des spectacles, du campement de nuit, un souper communautaire, et on mettait le paquet pour qu'ils se sentent bien avec des gens des Premières Nations. Oui. Sauf que le lendemain, ils allaient chez eux le soir, et le lendemain, il y avait des questions. Ouais, mais ça a l'air que les Autochtones, ils ont ci, puis ils ont ça. Alors, donc, c'était important d'outiller aussi les enseignants. Et au début, j'offrais des ateliers, il y a 4-5 enseignants qui venaient. Mais après ça, comme on avait une liste d'attente, c'était obligatoire. On ne va pas à votre école si tout le personnel de l'école ne suit pas un atelier préparatoire, matérialité. Alors, j'ai rencontré de cette façon-là à peu près 2500 enseignants de secondaire et qui réalisaient qu'entre la conquête puis la crise d'Oka, qu'est-ce qui s'est passé? Je leur demandais, trouvez-moi les Autochtones dans les programmes jusqu'à la réforme de 2006. Ils disaient, c'est vrai. Ils ont disparu de la carte, on ne sait pas. Alors, quand on ne sait rien, on dérape, évidemment. Il est arrivé des événements malheureux, on n'a pas de point de repère. Comment ça se fait qu'ils ont des droits différents? Pourquoi c'est pas réglé? Pourquoi il n'y a pas de traité ici? Alors, ils vont-ils arrêter de nous sortir des documents poussiéreux? Puis, alors, évidemment, on dérape et on l'a vu, justement, lors de ces événements-là. Et le mythe de l'Indien privilégié, moi, je l'entendais en région, tout ça, parce qu'il y avait beaucoup de jalousie, mais là, vraiment, ça s'est répandu à l'échelle du Québec, là. Maintenant, après les événements d'Oka, chaque Québécois avait quelque chose à dire sur les Autochtones, mais qu'est-ce qu'il avait à dire? On a ramassé tous ces clichés au lieu d'avoir... Et on n'avait pas ces points de repère-là. Oui. Alors voilà un peu, c'est pour ça, moi, je l'avais fait d'abord pour le secondaire, mais rapidement, en tout cas, je pense qu'il a été jugé grand public, les gens l'appréciaient, fait qu'on a Mais est-ce qu'il est facile à trouver? C'est-à-dire que je suis très content. Je remercie beaucoup la Commission des droits de la personne où j'étais. Moi, j'ai pris ma retraite de la Commission en 2009. Et la Commission a accepté que je travaille à la 3e édition. Et cette fois-ci, c'était une coédition avec l'Institut Tchèque à la pêche. Et une version imprimée, il est possible de l'avoir gratuitement. C'est gratuit, là. Sur le Alors, web, les 100 000 copies ont été gratuites. On a trouvé le financement. Et avec l'entente avec l'Institut, on va faciliter le financement. Donc, on peut avoir une version imprimée en le demandant à l'Institut Tchèque à la pêche. Et évidemment, il est en version web, en français Jean-François, et en va anglais. pouvoir le mettre sur notre page Facebook. Exactement. Jean-François Villeneuve, notre édimestre, que nous remercions tout de suite, puisqu'il va pouvoir donc la rendre disponible au plus grand nombre. Et il est disponible en anglais aussi. Oui, la version anglaise, c'est Aboriginal Peoples, Fact and Fiction. On en a fait moins de copies, mais il est disponible sur le web en version anglaise, absolument. Oui. C'est important parce qu'au début, le ministère de l'Éducation a financé la première édition. Le ministère était conscient des lacunes avant la réforme de 2006. Ils avaient tenté de faire des documents pour pallier, justement, cette espèce de vide de connaissances. Mais le ministère était prêt à financer une espèce de manuel. Et quand ils ont vu l'ébauche de documents que j'avais fait, là, ils ont décidé, oui, on embarque. Ils ont payé la version anglaise, d'ailleurs, puisque ça va dans les écoles anglaises. Alors, je suis vraiment très content. Je suis vraiment très content de ça. Ça a été un peu ma contribution. Moi, quand on allait dans les écoles... Parce que vous n'êtes pas autochtone. Hein? Non, les spécialistes là, de la culture, c'était les Inuits. L'équipe, là, et c'était pas à moi à parler pour eux, mais moi, toute la question des droits et tout ça, donc, j'étais plus à l'aise avec ça. Et j'ai profité un peu de mon expérience lors des événements sur la crise du saumon, lors de la crise d'Oka, pour amener aux gens justement ces points de repère qui nous manquent pour comprendre un petit peu la réalité. L'avantage qu'il soit maintenant sur Internet, c'est qu'il va pouvoir être mis à jour avec les événements qui se déroulent. J'imagine que ce qui se passe en ce moment avec la nation Wet'suwet'en devrait en faire partie un jour. Oui, absolument. Il devrait y avoir, là, je sais qu'à la Commission, il est question de travailler sur la version web. Là, il y a des discussions avec l'Institut Tchèque à la pêche. Alors, ça fait partie de la suite des choses. Ce qui voudrait dire, donc, qu'on pourrait ajouter, le compléter et tout. Oui. Monsieur Bacon, est-ce que vous voyez la différence? Là, maintenant, vous n'êtes plus à l'université, mais d'ailleurs, est-ce que vous l'utilisez encore aujourd'hui lors de vos consultations ou de vos rencontres? Bien, tout à fait. Tu sais, à l'inverse de ce que nous, quand on était petits, on était obligés d'apprendre par cœur le petit catéchisme pour pouvoir tracer notre voie vers le Seigneur.
Ben là, je trouve que Mythes et réalités, c'est un outil indispensable. C'est pour nos étudiants, pour la population. Puis, tu sais, même j'irais même plus loin. C'est sûr que je comprends, Pierre, que des fois, il y a eu des choix difficiles à faire. Qu'est-ce qu'il va mettre pour sa deuxième ou sa troisième édition? Ben, moi, je trouve que si je serais, mettons, j'aurais une maison d'édition et j'aurais un gros financement, ben, je pense que il y a assez d'éléments pour chaque, tu sais, quand tu lis chaque chapitre, tu sais, d'en faire tu sais, comme une encyclopédie là, sur une thématique, une autre thématique, une autre thématique, puis une autre thématique. C'est sûr que, tu sais, il y a beaucoup à dire encore. Puis il y a peut-être des éléments qui ne sont... Tu sais, on ne peut pas tout mettre sur cette édition-là, parce qu'à un moment donné, ça va venir comme une Bible. Là, mais je pense que, comme je vous dis, il y aurait peut-être matière à aller plus loin dans certains chapitres, puis quitte à ce soit comme un petit peu... c'est comme une encyclopédie, là. Tu sais, aller plus profond. Oui. Isabelle, est-ce qu'il manque quelque chose dans Mythes et réalités sur les peuples autochtones? Moi, je le trouve quand même assez complet. C'est aussi un ouvrage qui va faire en sorte qu'on va vouloir, si on n'a pas eu la réponse qu'on veut, pousser plus loin. On va avoir les bases et ça, c'est extrêmement important. Je l'utilise beaucoup à l'université, entre autres. Je donne des cours en lien avec les Autochtones, mais des fois, les étudiants qui arrivent n'ont aucune connaissance. Et là, on a des étudiants donc qui ont des bonnes connaissances, d'autres qui n'en ont pas du tout. Et je dois travailler là-dedans. Donc, Mythes et réalités, c'est ce que je suggère à ceux qui ont moins de connaissances. C'est aussi ce que je suggère à des gens que je rencontre et qui veulent avoir, lors des premières rencontres, des premières discussions, un cours 101 sur les Autochtones, dans une rencontre qui est sociale, des nouveaux amis ou en famille, en contexte familial. Bien, souvent, je dis, ben écoutez, j'ai pas envie de donner un cours ici parce qu'on est extrêmement sollicité à ce niveau-là et il y a un excellent ouvrage qui existe et c'est Mythes et réalités. Donc, c'est un ouvrage qui m'apparaît, la recherche, elle est très bonne. On voit que ça a été fait en collaboration avec les Premières Nations, ça se sent. Maintenant, c'est un ouvrage qui pourra permettre d'aller plus loin, mais il y a des perles dans ça. Je l'ai encore utilisé cette semaine pour ma chronique dans la presse, notamment sur les trains, les voies ferrées. Donc, il y a des perles. La recherche, elle est bonne. Je pense que c'est un ouvrage qui est un incontournable. Est-ce que, M. Bacon, vous avez vu des différences avec les jeunes qui l'ont eu entre leurs mains? Est-ce que dans leur famille, des préjugés sont finalement tombés? Est-ce que vous avez eu l'impression que ça a changé les choses? Tout à fait. On a eu diverses expériences, surtout avec nos étudiants, les étudiants qui sont non autochtones de l'université. Quand on leur a transmis cet ouvrage-là, puis qu'ils l'ont utilisé dans le cadre de travaux, on a vu que les étudiants, par la suite, quand on organisait des événements, bien, ils participaient, puis ils voulaient aussi travailler avec nous pour réaliser nos activités. Donc, ça a eu un impact direct sur un genre de rapprochement. Puis, peut-être que j'ajouterais aussi, Mythes et réalités, c'est aussi bien bon pour les Autochtones aussi. Parce que, tu sais, les gens de ma génération, tu sais, l'histoire, c'était très court, tu sais, nos cours d'histoire, tu sais, dans le contexte autochtone. Mais, tu sais, moi, quand j'ai lu la première fois Mythes et réalités, il y a plusieurs années, tu sais, j'en ai appris des choses que moi-même, je n'étais même pas au courant. Là. Ça fait que, tu sais, ça peut être bénéfique aussi, même pour les Autochtones, tu sais, de lire cet ouvrage-là. Oui, c'est ce que vous m'aviez dit un peu plus tôt, M. Lepage, hors micro. Oui. Absolument. Je mentionne toujours Oscar Kistabiche qui m'avait appelé un jour. Il dit, viens là nous parler de ton histoire, là, parce qu'il dit, au pensionnat, là, moi, là, il dit, j'ai appris la même chose que toi, on a le même âge. Il dit, j'ai rien appris. J'irai plus loin, il a appris à se mépriser parce qu'il y avait des manuels qui parlaient des Autochtones sans force morale, sans caractère, portés vers la débauche. De manière très et tout ça, absolument. Et j'ai un petit témoignage à faire. Donc, moi, j'ai donné autant de conférences en milieu autochtone. Hein. Les gens n'ont pas appris d'où ça vient, la loi sur les Indiens. Personne n'a enseigné ça. Ils ne savent pas d'où ça vient, de quels droits ils sont privés, puis comment en sortir. Alors, moi, j'ai donné autant de conférences en milieu autochtone. Alors, les Québécois, il ne faut pas qu'on pense que les Autochtones savent tout ça. Là, un instant, ils partent de loin, eux autres, ici, au niveau... Oui. Il y a autant un travail il y a eu un travail de méconnaissance à combler. Et j'ai un témoignage assez intéressant d'une jeune à Chicoutimi, lors d'une conférence, la dernière, je pense, que j'ai donnée à Chicoutimi, qui a dit, Monsieur Lepage, moi, j'ai pas été dans les écoles Innu, j'allais à l'école provinciale. Quand j'ai lu votre livre,
je me suis mis à être fier d'être une Indienne. Alors, ça m'a vraiment touché. Je sais que la plupart des jeunes des Premières Nations ont eu à travailler avec ce livre-là. Je suis content. Je l'ai fait modestement, là, mais pour peut-être reprendre ce que Marco Bacon disait, c'est pour moi qui va travailler à développer chacun des chapitres, comme il disait avec des éditeurs. Il n'y aura pas de 4e édition. Il y a une belle relève alentour de nous. Je le constate. Et Marco est à sa retraite, justement, alors il va avoir du temps. Et je compte sur lui. Moi, j'ai des petits-enfants à m'occuper. Alors, voilà. Bon. Hein, Monsieur Bacon, le message est passé. Vous êtes consultant en éducation des Premières Nations. Ben, c'est de l'éducation, cet ouvrage-là. Vous savez ce qui vous attend Tout à fait. maintenant. Merci beaucoup, Monsieur Bacon, d'avoir été présent à l'émission aujourd'hui. Merci d'y avoir participé et continuer à présenter mythes et réalités sur les peuples autochtones. Bon, ben, tu n'as pas question. Merci. Merci, Monsieur Lepage, de nous avoir présenté votre ouvrage. Vraiment un très bon travail qui est toujours aussi nécessaire. Évidemment, ça ne donne pas les réponses sur les événements qui se passent, mais au moins des points de repère pour essayer de comprendre la réalité. Voilà, et puis merci à Isabelle, encore une fois. Isabelle, donc, tout le monde en parle dimanche soir à Radio-Canada. Alors, là aussi, c'est de l'éducation. C'est beaucoup d'éducation dans un contexte qui n'est pas facile, mais on voit l'ouverture des gens et vraiment, je pense que c'est nécessaire, ces passages-là. Voilà, merci à tous les trois, merci d'y avoir participé et à vous d'avoir été encore une fois à l'écoute. Je vous retrouve donc vendredi prochain. Merci, au revoir.